Bonjour, bienvenue à la soirée d'information sur nos destinations un peu spéciales. On va laisser les gens entrer dans la session. Je donne peut-être quelques secondes encore, là. Je vois encore le compteur monter et on va commencer ça assez rapidement. Donc, bonjour, bienvenue à cette soirée d'information sur la Croatie, la Slovénie, la Grèce, les Pays-Bas, le Japon. Je suis Pascal, je suis guide chez Vélo-Québec depuis 2002 et j'espère pouvoir vous transmettre toute l'information pertinente à votre, pour compléter vos connaissances. Je laisse mes comparses se présenter et puis je vous reviens sur le format de la présentation de ce soir. À mon tour, Nicolas, je suis guide pour Vélo-Québec ouais, depuis 2010, je pense. Je suis sûr, voilà. Et ben, j'ai accompagné déjà plusieurs voyages. Je travaillais déjà à Vélo-Québec avant aux événements. Et puis, ça me fera plaisir de partager mes connaissances sur les destinations et formules avec vous ce soir. Bonsoir, moi c'est Joseph, je suis le directeur des opérations chez Vélo-Québec Voyage depuis maintenant 3 ans, mais je suis chez Vélo-Québec Voyage depuis 2015 maintenant. Ce soir, je ferai la technique et je serai de retour pour la période des questions à la toute fin. Donc, je vous laisse en bonne main avec Pascal et Nicolas. Bonne soirée. Donc, je vous invite dès maintenant, si jamais vous avez des questions à poser pendant la soirée, pendant la rencontre, de les poser dans l'onglet questions et réponses Q et R ou Q&A selon la langue de votre Zoom. On répondra aux questions à la fin de la présentation. La présentation devrait durer à peu près 1 heure. On a une première partie où on vous explique le fonctionnement, nos formules. On a une deuxième partie qui est la présentation comme telle des voyages et on termine avec des petites informations supplémentaires et la période de questions. Je pense que je n'oublie rien. On va commencer dès maintenant. Donc, Vélo-Québec Voyage, c'est une agence de voyage qui existe depuis 1995. On a mis en marché des voyages de vélo beaucoup en Europe, un peu en Amérique, un peu ailleurs dans le monde aussi. Plus de 150 destinations au fil des ans. On a une équipe de guides extraordinaires, je vous dirais, pour avoir fait aussi la coordination des guides au cours des dernières années. On a vraiment une belle équipe qui se renouvelle et qui est très consciencieuse du bien-être des clients sur la route. Ça me fait penser, il y a une petite question qui était passée et il y a quelqu'un qui demandait si les guides roulaient sur les destinations. En général, non. Donc, les guides sont dans des véhicules. Il n'y a pas de guide à vélo sur nos voyages. Donc, cette année, on a, je ne sais plus combien de destinations. Celles qu'on vous présente ce soir sont nos destinations plus exotiques. On a eu des présentations au cours des dernières semaines où on avait les autres destinations. Je vous expliquerai un peu plus tard comment retrouver les présentations sur notre site web. Quand vous voyagez avec Vélo-Québec, vous voyagez à votre rythme, selon votre horaire, en famille, entre amis, seul si vous le souhaitez. On a plusieurs formules pour répondre à tous ces besoins-là différents que vous avez. On va vous présenter donc nos formules au cours des prochaines minutes. On a principalement les voyages qu'on vous présente ce soir, c'est des voyages avec transport aérien. Ça veut dire que vous apportez votre vélo avec vous dans l'avion à destination.
On vous conseille de suivre les recommandations du transporteur pour la mise en boîte de votre vélo. Il y a beaucoup de formats de sacs qui sont suggérés. Les sacs de transport ne sont pas nécessairement des sacs de transport aérien. Donc, je vous invite à aller voir les conditions des compagnies aériennes. Règle générale, il faut enlever les pédales, enlever le guidon, le mettre de côté par rapport au vélo. Donc, il y a une certaine largeur à respecter. Et votre vélo et la boîte doivent se limiter à 23 kilos. Ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui ont cette limite-là, mais quand on a des vols intérieurs, cette limite-là doit absolument être respectée. Donc, l'enregistrement de votre vélo se fait au même moment que votre bagage le jour de votre départ. On vous conseille cependant d'arriver un bon 3 heures, 3 heures et demie avant votre heure de départ parce que le processus d'enregistrement des vélos est parfois un peu plus long. À Montréal, le scan qui accueille les vélos est pas, en fait, qui accueille les surdimensionnés n'est pas assez grand pour laisser passer la plupart des boîtes de vélos. Donc, il faut ouvrir la boîte pour la faire examiner par les agents de l'aéroport. Voilà pour ça. Nos formules, alors je prends la relève, Nicolas. Donc la formule voyage accompagné d'un guide. Donc un guide, en général, vous accueille à l'aéroport à destination quand vous arrivez. Euh, on viendra un petit peu plus en détail, mais tout au long du voyage, c'est ça, vous avez accès à un guide pour son expérience sur la région comme telle. Après ça, au niveau mécanique, ses recommandations. Les groupes là, de 12 à 24 cyclistes, c'est écrit. Ouais, c'est à peu près nos groupes. Mais vous avez un guide qui vous accompagne tout au long. Donc, toutes sortes de questions que vous pouvez avoir. Vous avez toujours là, quelqu'un en référence qui vous accompagne, qu'elle pouvez demander conseil. La version en liberté, cette fois-ci, ben là, vous avez les parcours qui vous sont fournis par l'agence, mais vous êtes plus autonome. Vous partez les hôtels sont réservés, les vols, tout ce dont vous avez besoin, mais vous partez sur la route avec le logiciel de GPS qui vous dit là, quelle route suivre, et puis le prochain hôtel est réservé, les déplacements de vos bagages sont réservés. L'avantage de cette formule-là, c'est que vous pouvez demander les dates qui vous conviennent. Des fois, les voyages déjà prévus, si vous n'êtes pas disponible à cette date-là, vous pouvez demander à Vélo-Québec si c'est possible de le faire en liberté aux dates qui vous conviennent. Et si oui, vous pourriez partir en liberté. Ou si vous ne voulez pas être dans un groupe, vous voulez partir en plus petit groupe ou voire seul, ben, c'est possible de le faire avec cette formule. Il y a aussi la version groupe sur mesure. Là, si vous êtes déjà genre un groupe de 8 personnes et plus, puis vous êtes intéressé par une destination qui existe ou par une nouvelle destination, vous pouvez en faire la demande ou une destination qui existe mais modifiée. Vous pouvez toujours le demander. Puis si vous êtes un nombre de personnes suffisant, aux dates également qui vous conviennent, à ce moment-là, vous auriez un voyage sur mesure pour votre groupe. Et il y a la version événement. L'événement, ça, c'est quand vous vous joignez aux événements organisés par Vélo-Québec. En général, c'est un plus grand nombre de personnes, comme la Petite Aventure, le Grand Tour. Une petite aventure qui aura lieu là, du 28 au 30 juin, qui aura lieu dans le centre du Québec et en Montérégie, départ et arrivée de Drummondville, ou le Grand Tour du 2 au 7 août, qui aura le départ et arrivée cette fois-ci de Saint-Anselme, qui est dans le centre du Québec, et également la région de Québec. Et voilà, donc ces événements-là, il y a déjà des visioconférences qui ont déjà été faites justement et qui parlent de ces voyages-là, les événements, si vous voulez jamais vous voulez en savoir plus, ou des autres voyages dont on ne parlera pas ce soir, qui sont disponibles sur le site de Vélo-Québec, mais on en reparlera. Juste un petit point, parce qu'on ne reviendra pas sur les groupes sur mesure. Si jamais c'est une formule qui vous intéresse de planifier votre propre groupe, de faire votre propre horaire, puis de partir donc sur un groupe avec un guide, c'est quand même quelque chose qu'il faut prévoir d'avance pour qu'on puisse développer le voyage, réserver les hébergements et trouver un guide qui pourra vous accompagner. Donc, on parle de plusieurs mois à l'avance là, si vous voulez un groupe sur mesure. On s'en va dans la formule, le détail de la formule accompagnée, Nico.
Voilà, donc comme je disais, le guide vous accueille à l'aéroport. Après ça, il y a un transport généralement à la première ville de départ, de vous, de vos bagages, de votre vélo si vous avez votre vélo. Euh, donc, transport en autocar. Après ça, évidemment, l'hébergement. euh, une explication un petit peu comment ça fonctionne. Au petit déjeuner, vous rencontrez, là, je suis bien sur la bonne image, hein, ouais. Au petit déjeuner, vous rencontrez votre guide qui vous dit un peu les particularités de la journée. Euh, Tout au long du parcours, vous avez accès au parcours sur GPX. Là, on travaille beaucoup avec Ride with GPS, mais ça peut être utilisé par vos propres appareils, que ce soit Garmin ou autre. Euh, voilà, donc un guide expérimenté également en mécanique qui peut vous aider soit en réglant des problèmes lui-même ou trouver des solutions si on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus pointu avec les ressources locales. Euh, voilà, en gros, je pense que c'est compris dans Dans la formule groupe. la formule guidée. Ouais. Sur les voyages de groupe, vous pouvez quand même personnaliser votre expérience, soit en choisissant d'avoir un départ ou un retour différé, donc partir avant ou après, ou revenir après le retour du groupe. Au niveau des hébergements, les hébergements sont déjà fixés, mais vous pourriez avoir besoin d'une chambre triple si vous voyagez en petite famille ou à plus. Donc, il y a moyen de faire ces demandes-là. Les occupations simples sont possibles aussi, mais sur notre site Internet, les tarifs qui sont présentés sont toujours en occupation double. Donc, il y a toujours un supplément occupation simple si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur beaucoup de destinations, il est possible de faire de la location de vélo. Il faut s'informer directement auprès des conseillers en appelant ou en écrivant chez Vélo Québec. Sur certaines destinations, les choix, les types de vélos sont limités, donc on pourra vous informer. Je vous dirais qu'on recommande quand même dans tous les cas de rouler avec votre propre vélo. C'est votre monture, vous la connaissez, c'est ajusté pour vous. Il y a beaucoup moins de chances d'avoir des imprévus que si vous louez un vélo à destination, mais vous pourriez être intéressé d'avoir une location de vélo si justement vous avez un retour ou un départ différé et que vous seriez incommodé d'avoir votre vélo à destination. Et on offre aussi la possibilité de se procurer des assurances voyage avec la Croix-Bleue chez Vélo Québec. La journée type, vous en avez parlé déjà, hein? Oui, mais je vais quand même compléter. Donc, le matin, on se voit en général au petit déjeuner. Là, le guide est là au petit déjeuner. Il peut vous donner les particularités de la journée, s'il y a différents parcours, des fois un plus long, un plus court, avec ce que ça comprend comme information. Vous pouvez choisir à ce moment-là quel parcours vous convient. S'il y a des endroits, des choses à voir ou à visiter sur le parcours particulier cette journée-là, s'il y a des endroits recommandés pour vous arrêter, luncher pour le midi. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations-là, que votre vélo est en bon ordre, vous partez le matin, généralement, vous remettez les bagages au camion, généralement avant 9h30. Après ça, vous pouvez partir de l'hôtel en vélo. Sur le parcours, vous avez les cartes du parcours, vous avez les données GPX soit dans votre téléphone ou dans vos appareils de navigation sur votre vélo, ou en papier texte encore si vous préférez, et en carte imprimée. Voilà, vous suivez le parcours comme prévu, vous dînez à l'endroit de votre choix. Vous choisissez parmi les suggestions ce qui vous convient le mieux. Des fois, sur une courte distance, on peut luncher à destination. Des fois, on va s'arrêter en cours de Pascal, en cours de route. Et une fois arrivé à la prochaine étape, ben, en général, vos bagages sont à la réception de l'hôtel. Vous pouvez les récupérer. Le guide, à ce moment-là, ben, vous donne les informations sur le village de destination, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir, à faire, et quels sont les endroits pour aller recommandés pour aller souper le soir. Pendant la journée, ben, le guide, vous avez quitté le matin. Le guide, lui, est en camion le long du parcours. Donc, vous le rencontrez à certains endroits sur le parcours et si vous avez des besoins d'eau ou autre, vous pouvez vous ravitailler en route. Et à ce moment-là, mais, soit le matin ou pendant l'après-midi, ben, il va aller porter les bagages
à l'hôtel pour être sûr que quand les premiers arrivent, les bagages soient à destination. Voilà, je pense que ça complète. Oui, ben, le guide est aussi qualifié en mécanique en premiers soins. Il y a toujours moyen de communiquer avec lui par téléphone via l'application WhatsApp. On vous explique toujours à destination comment l'utiliser. Et puis, c'est lui qui est responsable de la logistique sur place. Donc, parallèlement à ça, on a la formule en liberté. La plupart en fait, c'est la même formule, mais vous n'avez pas de guide avec vous. Donc, vous devez être un peu plus autonome surtout des petits soucis mécaniques parce que vous n'aurez pas d'assistance. Si vous auriez personne qui pourrait aller vous récupérer si vous aviez une problématique majeure de mécanique au milieu de la journée, il faudrait à ce moment-là que vous vous débrouillez vous-même pour vous trouver un taxi pour vous rendre à la destination suivante. Mais sinon, en fait, l'avantage, si vous avez un peu l'audace de partir sans être accompagné, c'est de pouvoir sélectionner exactement les dates qui vous conviennent, d'ajouter des journées supplémentaires de visite de ville si vous le souhaitez dans votre itinéraire, par exemple, et de voyager uniquement avec les gens qui font partie des gens avec qui vous voulez voyager. Et je ne sais pas si vous entendez, mais on est en déneigement à Montréal et on a des klaxons qui sonnent sur la rue pour le déplacement des voitures. Je suis désolée. Donc, le forfait en liberté, vous êtes quand même pris en charge à l'aéroport par un transporteur qui va vous amener à votre première destination. Vous êtes dans des hôtels 2, 3, 4 étoiles. Tous les petits déjeuners sont inclus. On s'occupe de faire transporter vos bagages d'une ville à l'autre. Vous recevez, comme dans le cas des groupes, les informations pour la navigation sur la route. Vous avez accès à nos conseillers et vous pouvez modifier, faire des locations de vélo en, en contactant nos conseillers à l'agence de voyage. La journée type, en fait, c'est votre journée. La seule contrainte que vous avez sur un voyage en liberté, c'est de déposer vos bagages à l'heure désignée pour qu'ils soient récupérés par le transporteur. Donc, sinon, ben, vous roulez votre journée à votre rythme. Une fois que vos bagages sont déposés à la réception de l'hôtel, ça ne veut pas dire que vous avez immédiatement à prendre la route. Vous pouvez profiter de votre ville-étape avant de prendre la route. Et quand vous arrivez à la prochaine ville-étape, ben, vos bagages sont arrivés. Tout comme dans les voyages de groupe, il y a parfois des soupers qui sont inclus. Vous allez pouvoir voir cette information dans les inclusions si vous allez sur chacune des destinations. Donc, ça dépend des destinations. Les voyages sont classés par niveau ou par cote, c'est ça, de 1 à 6. Donc, évidemment, les plus faciles, hein, 1 et 2. Comme vous voyez, la distance est un élément important, mais c'est aussi évidemment le dénivelé positif, le nombre de montées, le nombre de mètres en fait qu'on gravit chaque jour. Ça peut être aussi le vent, la chaleur, s'il y a d'autres éléments, toutes sortes d'éléments qui peuvent faire que c'est plus difficile dans une certaine région que sur une autre. Évidemment, c'est important d'être dans le bon voyage qui nous convient. N'hésitez pas à poser des questions euh, au personnel de l'agence qui vous répondent quand vous achetez votre voyage. Et puis, après ça, de vous entraîner pour être en forme, pour bien profiter le plus possible de son voyage. Donc, 1 et 2, c'est vraiment des cotes accessibles. J'irais même jusqu'à 3. Après ça, de 3 à 5, c'est un petit peu plus pour des gens en forme, mais avec des voyages qui peuvent être un peu plus exigeants, surtout dans le cas de 4 et 5. Et 6, c'est les voyages les plus exigeants. On pense aux Alpes, aux Dolomites, aux Pyrénées, euh, des magnifiques voyages, mais il faut être bien entraîné pour en profiter le plus possible. Oui, parce que Euh, le 6, on dit 70 à 165 km, mais c'est surtout la quantité de dénivelé dans la journée qui va faire la différence. On pourrait avoir jusqu'à 3 cols dans une journée, là, donc 3000 mètres dans les journées les plus exigeantes de ces voyages-là.
Exactement. J'avais une petite note aussi sur le type de vélo. Ben, c'est sûr que dans les voyages de 1 à 3, si vous avez un vélo, ça peut être un vélo hybride avec lequel vous êtes à l'aise, ça peut très bien faire le travail. Après ça, ça dépend quand même de votre niveau à vous. Quelqu'un qui va être très fort puis qui va prendre un vélo hybride qui va être encore très fort. Mais c'est sûr que dans les voyages 4, 5 et 6, en général, c'est des vélos de route un peu plus performants. Mais ça encore, vous pouvez le confirmer au moment de votre inscription là, pour vous assurer que vous avez le bon vélo pour le calibre. Après ça, tous les choix sont bons, hein. Tout ce qui est important, c'est que vous ayez que vous choisissiez un voyage qui correspond à votre niveau pour avoir le plus de plaisir possible. Alors, toutes nos destinations et donc celles qui ont été présentées dans les autres soirées d'information que vous trouvez sur notre page web, en fait, quand vous allez dans la section conseils, vous allez voir la ligne visioconférence et c'est là que vous allez pouvoir trouver la visioconférence sur la France, donc une consacrée seulement à cette destination-là. Deuxième visioconférence qui était Italie, Espagne, Portugal. On a une visioconférence sur les voyages en Amérique qui a lieu la semaine prochaine, mercredi prochain, si c'est des destinations qui vous intéressent. Et puis ce soir, on vous parlera de Slovénie, Croatie, Pays-Bas, Grèce et Japon. Dans nos destinations de ce soir, il y a seulement la Slovénie qui peut être offerte en liberté. Dans les autres, sur les autres destinations, on n'a pas développé ce produit-là. Alors, on part, on est prêt. On s'en va en Croatie, un voyage qui roule chez nous depuis 2007 ou 2008. Qui a changé un peu au cours des années parce la Croatie s'est beaucoup transformée en fait depuis les 15 dernières années. C'est une destination qui est beaucoup plus prisée par tout le monde, donc il y a plus de circulation, donc on a un peu transformé le voyage. Mais on est énormément sur les îles sur ce voyage-là, donc c'est mer et montagne. Sur le premier transfert entre Zagreb et notre première ville-étape qui est Skradin, on fait un arrêt au lac Pitvici, qui est un parc national spectaculaire. Donc, il y a cet attrait-là qui est ajouté sur cette destination-là. Le parcours en Croatie, c'est 14 nuits. La plupart de nos ville-étape, on y dort, en fait, on y dort une nuit ou deux, dépendamment des boucles qu'il y a à faire autour. Donc, on se déplace après notre première ville-étape, on a une première boucle, puis on se déplace vers Trogir, qui est une extraordinaire ville antique, en fait, presque aussi impressionnante que Dubrovnik, je vous dirais, un peu enclavée sur une petite île. On sera ensuite à Split. De là, on va avoir une boucle qui va à l'île de Brač. Brač, c'est l'endroit, ça c'est Dubrovnik. Brač, c'est l'endroit d'où provient le marbre blanc, entre autres, qui a servi à bâtir, je crois, la Maison Blanche à Montréal, oui, à Washington. On se dirige à partir de Split, on prend un traversier. Donc, il y a quand même une des particularités sur ce voyage-là, c'est qu'il y a plusieurs traversiers. Il y en a beaucoup où il y a plusieurs traversiers où il n'y a pas de contraintes, mais il y a quelques-uns où on a une petite contrainte de temps. Donc, il faut se plier à cette contrainte-là pour pouvoir prendre le traversier qui nous permet de progresser au cours de la journée. Donc, Split à Var, on prend un traversier. On fait toute la route jusqu'à Sučuraj. On revient sur la côte un tout petit bout, puis là, on retourne sur les îles, l'île de Korčula. On passe 2 jours, pas sur l'île directement, mais juste en bordure. Donc, on va aller faire une boucle du côté de Korčula. On finit à Manistone, qui est une ville où il y a des marais salants, entre autres, et on termine le parcours à Dubrovnik. Dubrovnik, la magnifique, donc on a une boucle à Dubrovnik et on a aussi une journée complètement libre
pour profiter de cette ville-là. On revient en passant par Zagreb et sur ce voyage-là, on a aussi une connexion à Toronto, malheureusement, mais la Croatie, ça vaut vraiment le déplacement. Notre prochaine destination, Slovénie, donc juste au nord de la Croatie, de la Slovénie. Slovénie qui faisait partie de l'ancienne Yougoslavie, qui est une magnifique région aussi. Cette fois-ci, au lieu d'être sur la côte, on est plus à l'intérieur des terres, qui sont très, très belles. Là, c'est vallonné. Il y a des magnifiques lacs, rivières. Euh, on est vraiment dans l'Europe centrale. Je vous nomme évidemment, si une fois que vous aurez fait le voyage, ça vous dira peut-être plus de choses, mais la rivière Soka, qui est vraiment une rivière magnifique avec une vallée incroyable. On roule le long de cette rivière-là, on la croise quelques fois. Il y a beaucoup de grottes, les grottes entre autres de Postojna, qui sont une des nombreuses grottes là, qu'on peut visiter en, en Slovénie et qui sont près du parcours. Le parc national du Triglav également, à travers lequel on passe, qui est magnifique avec des cols de Versich, de Mangart, qui sont vraiment des cols magnifiques et qu'on peut gravir, mais qui sont en option. Donc, si on est un cycliste et qu'on a envie de gravir ces montagnes-là, on peut le faire. Mais si on trouve ça trop exigeant, ben, on peut suivre le parcours régulier qui est déjà assez vallonné. Il y a déjà de belles montées. Mais tout ça, ça reste accessible. Donc, ouais, on voit le détail. Donc, on part de Postojna. Je vous parlais de la grotte qui est près de Postojna. On s'en va vers Nova Gorica, Bovec. La Bovec, justement, c'est d'où on croise, entre autres, la rivière Soka. C'est après Bovec, justement, que sont les montées dont je vous parlais, le col de Versich et de Mangart, dans le fond, qui nous amène à Kranjska Gora. Ensuite de ça, Bled. Bled, c'est le magnifique lac de Bled qu'on voit en photo juste à côté avec sa petite île. Ensuite, on rentre dans les terres vers Snovik, Celje. Voilà, on voit bien la photo. Là, c'est vraiment ces vallées-là qui sont magnifiques et ces grosses montagnes autour. Mais on reste dans ces vallées qui sont vraiment de toute beauté. Celje, Otocek et encore, là, ça, c'est encore le lac de Bled avec les montagnes derrière, comme c'est magnifique. Et Ljubljana à la fin, qui est une magnifique ville aussi, Ljubljana, capitale d'Europe, là, pour finir le voyage. C'est de toute beauté, la vie, des cafés, des restaurants au bord de la rivière qu'on peut retrouver à Ljubljana. Et donc, un très, très beau voyage au pays ben, la Slovénie, en ce moment, dans les courses de vélo, est populaire avec au pays de Tadej Pogačar, Primož Roglič. On passe dans leur région et leur village, là, dans le cas de Pogačar. Euh, des lieux très inspirants pour le vélo. La nourriture, ah oui, un petit mot, hein, excuse-moi, je reviens. Mais oui, c'est très agréable. Il y a plusieurs influences. L'Europe centrale, bon, les nourritures plus riches, là, auxquelles on pense la pomme de terre, saucisses, des choses comme ça qui sont très, très bien apprêtées. Mais il y a aussi l'influence du bord de la mer, de poissons, de calmars, et également l'influence italienne. On est tout près de l'Italie. Par moment même, on traverse en Italie, on revient en Slovénie. Donc, la nourriture italienne aussi. Donc, ça fait un très, très beau mélange et choix de culture et d'alimentation. Ouais. Oui, puis je vais même rajouter parce que sur la Croatie, au niveau de la nourriture, il y a quand même une influence assez directe de. En fait, je suis revenue à la Croatie, notre destination précédente, une influence quand même assez directe de la cuisine italienne. D'ailleurs, ils ont d'excellents gelatos dans cette partie-là de l'Europe aussi, mais en Slovénie aussi. On s'en va vers le sud de la Grèce. Le départ d'automne est garanti sur la Crète qu'on va voir et sur la Grèce aussi, les îles Cyclades, le départ est garanti aussi.
Pour les voyages d'automne, pour ce qui est de... Tiens, je vais vous laisser parler un petit peu de la Grèce, puis je vais revenir sur la Crète. Parfait. Alors, je vous parle de la Grèce. En fait, la Grèce, c'est les Cyclades, donc les îles Ah, non, 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 grecques. excusez. Non? La, Oui, Grèce non, c'était juste la, l'introduction. la Grèce On en commence par général. la Oui, Crète. parfait. Ben oui. Ben oui, la Grèce en général, donc Terre des dieux, ça m'amuse cette expression, mais la mythologie grecque, en tout cas, la mer qui est omniprésente à l'intérieur des terres, c'est vallonné, ça monte et ça descend, mais c'est une très, très belle région aussi intérieure, avec les oliviers, bon, les petits cols, évidemment, les petits villages grecs, la Méditerranée qui est omniprésente. Voilà. Et la nourriture grecque, c'est sûr qu'on ne se trompe pas non plus, là. C'est délicieux. Encore les choses de la mer, les viandes également, les fromages, les salades grecques. Oui, quand Que on de, parle de- du que, régime méditerranéen, je pense on est très, très en Grèce au niveau de cette alimentation-là. Puis c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. En fait, la façon de manger des Grecs, on ne se rend pas souvent compte, mais elle est très présente dans notre façon de s'alimenter déjà. Donc, on commence par vous parler de la Crète, un voyage de 15 jours, 14 nuits avec plusieurs boucles et plusieurs optionnels. Comme vous pouvez voir, le parcours régulier fait 473 km, le parcours long 805. Donc, il est quand même coté 4,5 parce que les dénivelés sont importants, mais surtout accentués, je dirais, sur certaines journées. Donc, on passe par Athènes, on arrive à Chania. Notre départ se fait de cet aéroport-là. On se rend dans la ville de Chania et au retour, on va repartir vers Athènes à partir de Héraclion, qui est dans la section un petit peu plus centrale, centre-est de la Crète. Donc, de Chania, en fait, on est toujours parce que c'est une île, il y a assez peu de circulation. Je vous dirais, la qualité du revêtement est en général très, très bon, mais parfois un peu plus granuleux. Mais on se laisse emporter par la beauté des paysages, la proximité de la mer. Vous voyez, comme sur cette diapo aussi, dans certains endroits, la qualité du revêtement, c'est du tapis. C'est extraordinaire. Quand on traverse l'île du nord au sud, ce qu'on fait 3 fois, en fait 4 fois même au cours de ce voyage-là, ben c'est des routes un petit peu plus secondaires, vraiment, vraiment, vraiment tranquilles. Au niveau de la circulation automobile, on a choisi de traverser à des endroits où justement il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, mais ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des paysages magnifiques. Donc, on a à 4 reprises, 5 reprises, des doubles nuitées. Donc, ça permet aussi de se poser, de s'arrêter, de prendre son souffle, puis de choisir de rouler ou pas ces journées-là. Ce qui est déchirant quand on a besoin de reposer ses genoux, c'est de ne pas aller rouler sur des parcours qui sont extraordinairement beaux. Les Grecs sont assez polyglottes, ils parlent pas mal tous anglais, je vous dirais. Donc, c'est assez facile de trouver souvent, c'est des tout petits villages minuscules, on a l'impression qu'il n'y a rien pour s'arrêter. Puis là, tout à coup, on voit quelques tables, un petit panneau publicitaire, puis on se rend compte que c'est un petit restaurant. Et l'impression de s'arrêter puis de manger presque chez les gens. Donc, on se retrouve très près des Crétois. Puis évidemment, ben, il y a toute l'histoire, il y a des vallées centenaires, millénaires, des villages qui semblent sortis d'un autre temps un peu partout en Crète. Donc, une destination, une belle destination. L'avantage et le désavantage de ces îles, c'est qu'on passe un peu plus de temps à se déplacer pour se rendre à notre
début de vélo, mais parce qu'on a une ville intermédiaire justement pour le transport vers notre destination. Mais une fois rendu, ben, c'est la beauté, la tranquillité. Et voilà, pour la crête. Je vais vous parler donc la Grèce et des Cyclades. Et comme vous voyez, là, les kilomètres sont vraiment moins importants que que le voyage en Crète, là, 231 à 495 kilomètres, donc des plus courtes distances. Un voyage aussi qui est un 3+, donc plus accessible. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites montées, parce que comme on voit sur la photo, quand on arrive sur Terre, sur les îles, il y a toujours des petites montées, mais elles sont vraiment plus accessibles et plus raisonnables que dans le cas de la Crète. Et donc, les îles grecques qui sont vraiment des paysages magnifiques, là, des cartes postales comme on le voit, les maisons blanches et bleues, la mer au loin, ce soleil incroyable. Dans ces voyages-là, il y a plusieurs traversiers qui nous permettent de passer d'une île à l'autre, qui sont des beaux moments aussi pour même naviguer sur la mer, voir et voyager d'une île à l'autre, des petites montées. Évidemment, la cuisine grecque, on en a parlé, les ballonnées, et les Grecs sont festif, et on me dit qu'il reste 4 places disponibles dans l'édition du 6 au 21 septembre, si jamais il y a des gens intéressés. Mais donc un voyage accessible, où on mange bien, où on profite de ces magnifiques paysages, de tout l'historique et le patrimoine grec auquel on a accès, avec un passage à Athènes, à Pirée également, Naples, Clio sur la côte, vraiment des endroits, et les îles là, les plus connus, Paros, Naxos, Santorin, évidemment, qui valent aussi vraiment la peine. Oui, puis je fais des petits retours en arrière, c'est pour vous garder allumé, mais on a un voyage en Crète, je vais juste revenir en Crète, un voyage en Crète qui est annoncé pour le printemps. Ce voyage-là n'est pas encore confirmé, donc si jamais vous avez de l'intérêt pour la Crète du printemps, je vous invite à vous manifester rapidement cette semaine, en fait, auprès de nos collègues du service à la clientèle pour leur dire, question qu'on puisse passer à la prochaine étape. Donc, si jamais vous avez un intérêt pour la crête du printemps, ben, vous manifestez rapidement. On change d'environnement. On remonte vers le nord. On s'en va aux Pays-Bas. Pays-Bas, le paradis des cyclistes. Ils ont inventé la bicyclette presque. On, on est sur un voyage qui suit la l'Eurovélo 16, pardon, 12, donc qui suit toute la côte. Je vais aller ici, toute la côte de la mer du Nord. Donc, on est beaucoup sur du terrain plat. Ce voyage-là, c'est le seul avec la cote 1,5. En fait, c'est 1,2 comme voyage parce qu'il y a des distances qui sont quand même un petit peu plus importantes à certaines journées. On va chatouiller le 65 km. Je recherche mes notes ici. On va chatouiller, ouais, 61, 65 sur certaines journées. Donc, bien que la cote soit très basse, il y a quand même des journées qui demandent un peu plus de temps. Sur cette diapositive-là, on voit les tulipes, mais comme on sera aux Pays-Bas en plein mois de juillet, ben, ce sera plus le temps des tulipes. Par contre, ce sera encore le temps des moulins. Donc, les moulins, l'architecture, les petits villages, le mode de vie des Pays-Bas qui est plus on monte vers le nord en Europe, cette façon de vivre qui est un peu plus Europe du Nord, donc à découvrir. C'est un voyage où on a plusieurs villes-étapes, mais comme à part ces deux étapes-là de 61-65 km, la plupart des étapes sont assez courtes. Donc, même si vous avez pas un rythme très soutenu,
vous passerez pas toute la journée à vous déplacer, donc vous arriverez assez tôt dans votre prochaine ville-étape, puis ça vous permettra de profiter de la ville, même si on n'y reste qu'une seule nuit. Donc, aux Pays-Bas, on a, je cherche mes notes, donc une, deux, trois, quatre, en fait, trois villes où on a double nuitée. Donc, on se déplace quand même au parcours un petit peu plus. L'idée, c'est de pouvoir aller du nord au sud. Donc, ça s'appelle bien les Pays-Bas parce que, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, parce que ce qu'on appelle la Hollande, c'est vraiment la partie qui est du côté nord de notre parcours. La partie qui est du côté sud, ici, ça s'appelle, ah, j'ai oublié, ça s'appelle le Zélande. Et on fait un tout petit tour en Belgique à la fin de notre périple. On arrête 2 jours à Bruges, qui est une ville magnifique aussi. Et on termine, on retourne à Amsterdam pour une nuitée à la fin du voyage. Question d'être près de l'aéroport, mais aussi de pouvoir profiter d'Amsterdam avec ses musées. Beaucoup de musées à découvrir à Amsterdam et entre autres un endroit typique et très intéressant, les abords de la gare d'Amsterdam, mais aussi les canaux, toutes les images qu'on a du port d'Amsterdam. On se dirige vers cette destination qu'on remet en programmation cette année, le Japon. Le Japon, donc, qui est proposé je donne, il y a 2 départs. Il y en a un du 4 au 19 octobre et un du 22 octobre au 6 novembre. 4+, donc un voyage un petit peu plus, les exigences, ça dépend par rapport auquel, là, mais par rapport à celui dont je parlais tout à l'heure, les îles grecques. Euh, mais oui, le Japon, là, on l'a dit et redit, mais entre tradition et modernité, mais c'est ça qui est beau à la fois, hein. C'est toute la tradition, le patrimoine japonais, la culture, là, qui est millénaire et très intéressante, et en même temps, la modernité qu'on côtoie euh, dans certaines villes ou certaines infrastructures qu'on va croiser. Euh, on s'arrête entre autres par Kyoto et Nara, justement les deux anciennes capitales, mais des très belles villes avec un très beau patrimoine. À Kyoto, là, entre autres, on peut voir les magnifiques temples, quoiqu'à Nara aussi, hein. Ces villes-là, comme elles étaient des capitales, ont des temples qui sont vraiment majestueux. À Kyoto, on peut y voir des geishas également. À Nara également, des magnifiques temples. C'est un voyage un petit peu plus long, et 16 jours, 15 nuits. Vous voyez les kilométrages. On voit également des petites montées, le mont Koya, Hiroshima aussi, qui vaut vraiment la peine d'être vu, et son musée de la paix. C'est marquant, on ressort de là touché. Toutes les petites îles également, la fameuse route là, chez Manami Kaido, une petite route cycliste qui sillonne à travers les îles, à travers des magnifiques ponts avec des traverses cyclistes qui nous permettent de rejoindre d'une île à l'autre. Vraiment un très très beau parcours. Les différents, les villes plus importantes, Osaka, une ville plus moderne, est intéressante aussi. Les hébergements, parfois en monastère, parfois en ryokan, les habitations traditionnelles japonaises, c'est vraiment un dépaysement et un plaisir d'être hébergé dans un endroit comme ça. La gastronomie japonaise également, qui est délicieuse. Là, ils sont très très bons évidemment dans les poissons, dans les viandes. Il y a toute une culture qu'on découvre aussi à travers l'alimentation. C'est des paysans, c'est sûr, hein. On peut être surpris des fois les petits déjeuners japonais, des fois selon l'hébergement, on peut avoir accès à des choses occidentales, mais ça peut être aussi quelque chose de local qui vaut vraiment la peine aussi, selon moi. La conduite à gauche, hein, c'est quelque chose auquel on s'habitue facilement, mais il faut un peu s'y attendre, s'y préparer. Alors, en général, c'est une conduite apaisée. Les Japonais sont des gens respectueux, calmes, et ça se reflète également
sur les parcours. La qualité des routes est bonne, les infrastructures sont vraiment très bien développées. On se déplace en Shinkansen, c'est leur train grande vitesse euh, et au summum là, de la technologie, de l'efficacité. Les particularités sur ce voyage-là, bon, il y a un guide local qui est un guide d'origine française qui vit au Japon depuis plusieurs années, qui a vécu au Québec également et qui saura très bien vous guider, vous accueillir. Dans ce cas-là, le vol n'est pas inclus, c'est-à-dire, je pense que c'est pour permettre aux gens soit d'allonger leur voyage avant ou après. À ce moment-là, ben, vous achetez la portion terrestre et vous pouvez acheter le vol aussi avec Vélo-Québec, mais ce n'est pas un vol et voyage. Euh, à ce moment-là, vous pourrez voir ça avec votre conseiller, conseillère à Vélo-Québec qui pourra vous répondre à vos demandes si vous voulez justement arriver plus tôt ou partir plus tard. Ça vous permet de personnaliser votre voyage. Euh, voilà. Et la location de vélo, on me dit elle est disponible, mais limitée. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais faites vos demandes rapidement. Voilà, pour vous assurer que le vélo de route ou vélo hybride ou vélo électrique soit disponible selon vos demandes. Ou dans les tailles également, on dit que les grands vélos sont plus rares, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas disponible, mais faites la demande rapidement si vous voulez y avoir accès. Une très, très belle destination, c'est sûr. Merci. Avant de partir, en fait, ça fait le tour de les destinations dont on voulait vous parler ce soir. Il nous reste quelques petits points à parcourir avant d'arriver à répondre à vos questions. Donc, avant de partir, pensez vérifier que vous avez votre passeport à jour, votre documentation. Et votre passeport, c'est le seul document qui vous permet de vous identifier à l'étranger. Certains pays demandent qu'il soit valide 3 mois après la date de retour. Donc, c'est pas tout d'avoir un passeport valide. Il faut qu'il soit valide plus tard que votre retour. Vérifiez nos conditions générales de réservation sur notre site Internet pour avoir tous les détails sur les paiements, à quel moment ça doit se passer, etc. Si vous ne prenez pas d'assurance voyage avec nous, assurez-vous d'avoir une assurance voyage qui couvre l'interruption, les problèmes médicaux à destination et le rapatriement dans l'éventualité où il y aurait une problématique plus grave qui vous obligerait à rester ou qui vous obligerait à partir plus tôt. Pensez de vérifier votre assurance maison, c'est elle qui couvre votre vélo quand vous n'êtes pas chez vous, mais règle générale, les compagnies d'assurance couvrent les vélos pour une valeur de 1200, 1500, 1800 dollars, ce qui est souvent de beaucoup inférieur à la valeur des vélos que vous possédez. Donc, vérifiez pour faire peut-être ajuster ou amender votre assurance maison pour être sûr qu'elle couvre votre vélo. Dans la mesure où vous voulez qu'il soit couvert. Et puis informez-vous auprès soit du gouvernement ici ou des sites des destinations que vous allez parcourir pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur la destination. Un petit mot sur la compensation carbone. C'est sûr, on essaye de réduire notre empreinte en carbone, justement. Et bon, on se déplace à vélo, mais on prend quand même l'avion pour se déplacer. Et ben, une des façons, entre autres maintenant, quand vous achetez votre voyage à Vélo-Québec, vous pouvez, à votre choix, acheter une compensation carbone. Et il y a une petite forêt là, dans la région de Saint-Fortuna où sont plantés des arbres pour compenser pour, euh, pour le carbone émis par votre vol et votre voyage. C'est ça. On essaye de toutes sortes de façons. On essaye de voyager des fois moins, mais plus longtemps. En tout cas, je vous laisse choisir, évidemment, on comprend selon la disponibilité que les gens ont, aux capacités, mais c'est une bonne façon de compenser pour les carbones qu'on produit malheureusement par nos voyages. Voyager avec Vélo-Québec Voyage,
c'est encourager Vélo-Québec dans son ensemble. Vélo-Québec qui est un organisme à but non lucratif. Donc, il y a des programmes qui encouragent, qui fait le développement de l'utilisation du vélo, des programmes comme Tout à vélo, cyclistes avertis, qui permettent à des populations d'ici qui sont moins habilitées de développer leurs habiletés pour pouvoir utiliser le vélo. Donc, Vélo-Québec fait la promotion du vélo, fait la promotion des voies cyclables. C'est une grande maison, une grande famille aussi qui a des publications chez Vélo-Québec Édition, qui produit des événements du côté de Vélo-Québec Événements et qui donc a la branche Vélo-Québec Québec Voyage dont on fait partie fièrement. On arrive à la fin de notre présentation. Pour communiquer avec nous, vous pouvez le faire, en fait, vous pouvez vous informer sur notre site Internet au véloquébecvoyage.com où vous allez trouver nos visioconférences et vous allez trouver une foule d'informations sur les destinations, la façon dont on fonctionne, des conseils voyage, des capsules, comment mettre son vélo en boîte, etc. Vous pouvez venir nous voir directement sur la rue Rachel, à la Maison des cyclistes. On est toujours content de vous croiser. Ou communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. On n'a pas mis l'adresse courriel, mais ça doit être, je vais laisser Jocelyn nous donner, c'est le info. Bonsoir, c'est le vqv@velo.qc.ca. Bon, c'est facile. Très facile. Alors, il y a des questions qui nous avaient été posées en préambule. Beaucoup de questions sur les vélos électriques. Je parle juste peut-être une petite capsule vélo électrique avant qu'on aille aux questions qui ont été posées directement pendant la présentation. Donc, les vélos électriques ne peuvent pas voyager en avion. Donc, évidemment, si vous voulez faire votre voyage en vélo électrique, il faudra vous prévaloir du service de location ou louer vous-même un vélo électrique à destination. Mais c'est une contrainte des compagnies aériennes. Donc, les batteries ne sont pas admises à bord des vols. Voilà pour les vélos électriques. On s'assure toujours à nos différents hôtels d'être capable de pouvoir recharger les vélos quand on a des vélos électriques sur nos voyages. Les vélos. Non. Oui, vas-y donc. En attendant, je pourrais préciser la petite correction pour la prochaine visioconférence sur notre destination Amérique. Elle est bien le 12 mars et non la semaine prochaine. Donc, oui. Vu que c'est la semaine de relâche là, pour plusieurs écoles la semaine prochaine, on vous donne un petit congé de visio également. Oui. Est-ce que tu avais d'autres questions qui sont... Bien sûr, bien sûr. Oui. J'ai quand même des questions, quelques-unes précises à des destinations. Donc, comme par exemple, pour la Croatie, le niveau de circulation automobile, on peut s'attendre à quoi? En Croatie, le niveau de circulation automobile est en général assez bas. Il y a des petits tronçons où il y a, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'être sur des routes un peu plus passantes. Donc, règle générale, je dirais, règle générale, un niveau de circulation assez bas pour l'ensemble de la destination. Okay. Maintenant, passons aux Pays-Bas, la véloroute mer du Nord. Est-ce qu'on peut s'attendre à du vent sur ce voyage-là? On peut s'attendre à du vent sur ce voyage-là et on n'a pas le contrôle sur le sens du vent. Donc, évidemment, s'il est favorable, ben, ça nous donne un petit coup de main. S'il est de biais, ça peut nous gêner aussi. S'il est de face, ben, ça peut augmenter la difficulté du voyage. C'est sûr que le guide qui est dans un camion pendant le voyage roule pas aussi près de vous que sur un voyage où où on roule toujours sur la route. Donc, c'est sûr que si vous avez
besoin d'assistance de la part du guide, ben, il faudra toujours planifier de vous retrouver à une intersection. Le camion peut vous croiser pour pouvoir vous aider si jamais vous êtes en difficulté. Et comment on communique avec le guide à destination? Règle générale, on communique avec l'application WhatsApp à destination. De plus en plus, il y a des cartes, des eSIM qu'on peut ajouter sur notre téléphone qui nous permettent d'avoir accès à un petit peu de données pendant notre voyage. Et donc, on communique via cette application-là et notre téléphone intelligent avec notre guide. Et on va rester aux Pays-Bas. Est-ce qu'on a besoin d'un visa en tant que Canadien pour aller voyager aux Pays-Bas? On a besoin d'un passeport pour aller aux Pays-Bas, mais on n'a pas besoin de visa. Et la nouvelle mesure européenne qui a été annoncée, pas encore en vigueur, donc éventuellement, lorsqu'elle sera en vigueur ou si elle devient en vigueur pendant votre voyage, bien, on vous informera. C'est pour ça que vous voyagez avec une agence de voyage, c'est pour pouvoir être tenu au courant de ces petites particularités-là. Que vous aviez parlé de la cote de difficulté, le niveau de difficulté des voyages. Il y était beaucoup de questions des dénivelés. Moi, avant d'acheter, si je veux avoir une idée plus précise des dénivelés quotidiens, est-ce que je peux les trouver quelque part? Oui, les dénivelés de chacune des destinations se trouvent dans la description du voyage. Donc, vous allez sur la page du voyage qui vous intéresse et en descendant la page, juste avant le jour après jour, vous avez un petit bandeau vert, je crois, et dans ce bandeau-là, vous pouvez télécharger les dénivelés de la destination. Donc, ça vous donne une idée des difficultés. Puis peut-être, Nico, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de l'entraînement nécessaire avant un voyage. Comme par exemple, disons que, bon, moi, je me suis mis au vélo l'année dernière, j'ai fait des sorties les week-ends, peut-être une journée, des fois 2 journées. Et là, je me demande comment établir mon niveau pour faire le choix d'un voyage. Est-ce que je vais un 4-1? Est-ce que je suis capable de faire un 4? Euh, ouais, un petit peu plus de détails là-dessus. Ben oui, c'est une bonne question. Après ça, c'est sûr qu'il y a les codes de 1 à 6, donc les niveaux sont vraiment différents. Euh, Si vous faites du vélo occasionnellement, que vous êtes quelqu'un d'actif, c'est sûr que je dirais jusqu'au niveau 3, c'est quand même assez accessible vraiment à tout le monde. C'est toujours mieux, plus vous en faites avant, je dis plus vous allez apprécier le voyage. Sinon, vous allez revenir du voyage en forme, mais vous allez travailler plus dur pendant le voyage. Après ça, les niveaux 4, 5, disons, ben là, ça vaut la peine de s'entraîner un petit peu, de faire des sorties un petit peu plus longues. Là, c'est quoi une sortie longue? Ça dépend toujours de chacun, mais on pourrait dire quoi entre peut-être 50 et 70 kilomètres par sortie. C'est déjà bien. Vous pouvez faire plus, évidemment, c'est toujours mieux. Un petit peu de dénivelé aussi. Là, regardez un petit peu justement sur le site, c'est quoi le dénivelé de votre destination. Et si vous faites, si vous êtes à Montréal, vous avez le Mont-Royal, évidemment. Et vous êtes dans la région de Montréal, bien, sur la rive sud, il y a des petites collines aussi où on peut s'entraîner. Évidemment, dans les Laurentides également. C'est très différent. Le plat puis la montée, c'est vraiment deux choses. Il faut faire des côtes pour être bon dans les côtes. Puis il faut faire du plat pour voir justement comment on réagit quand il y a du vent. Est-ce qu'on est à l'aise avec il faut- avec l'endurance, faire de la distance. Si on aime bien, ça met des petites choses pour grignoter, évidemment. Boire, boire de l'eau, mais boire aussi des boissons avec des électrolytes pour refaire ses selles. Et puis là, si vous voulez attaquer un 5, un 5,5 ou un 6, ben là, c'est sûr que ça prend un entraînement important. Pas besoin non plus d'être un athlète. Là. Les gens qui sont les voyages des Alpes ont des âges vraiment différents, mais pratiquent le vélo quand même régulièrement. Régulièrement, ça veut dire, je dirais, plusieurs fois par semaine, puis avec des distances différentes. On n'est pas obligé non plus de faire 500 kilomètres par semaine, mais on sort au moins, je dirais, 3 fois par semaine avec un petit peu de dénivelé, un peu de distance.
pour s'attaquer à des voyages là, 4 et plus, là, 5, 6. Et plus vous êtes entraîné, comme je dis, plus vous allez apprécier votre voyage par la suite parce que là, vous avez la forme physique pour réaliser répondre à l'exigence du voyage, puis profiter des beaux paysages et tout le reste que ça vous permet, auquel vous avez accès. Je sais pas si ça répond. Oui, merci. On nous pose la question sur le voyage de la Slovénie qui est complet depuis plusieurs semaines maintenant, s'il y avait une possibilité d'avoir un deuxième voyage. Pour le moment, ce n'est pas dans les plans, mais on vous invite quand même d'appeler à l'agence pour donner votre nom pour une liste d'attente. Pardon. Donc, s'il y a une annulation, on peut toujours vous contacter pour le voyage. Puis là, c'est certain que si on a une bonne liste d'attente, là, on pourrait travailler pour ajouter un deuxième départ. Mais il est déjà un peu tard là, pour commencer des démarches hôtelières pour un groupe complet, mais rien n'est impossible. Mais pour le moment, ce n'est pas dans les plans un deuxième départ. Je pourrais passer à d'autres questions. On nous pose aussi une question pour les dénivelés du Japon qui sont absents sur le site web. La raison est que nous travaillons encore sur le parcours. Nous avons fait le Japon en 2023 et nous tentons toujours d'améliorer nos voyages d'une année à l'autre. Donc, on est en train de modifier plusieurs des journées de voyage. Donc, une fois que les tracés seront prêts, on pourra mettre le dénivelé sur le site web. Une des questions qui nous avait été posée en préambule, c'était s'il y a une journée, je ne peux pas rouler, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se peut que vous puissiez embarquer dans le camion du guide pour vous rendre à la destination suivante, à la ville suivante, dans l'éventualité où ce serait pas avantageux pour l'ensemble du groupe de prendre la place dans le camion. Le guide pourrait vous suggérer soit de vous transporter, de faire votre déplacement de transport en commun puis de prendre votre vélo, soit de vous laisser partir en taxi, soit de vous avancer sur le parcours pour vous faire sauter une portion du parcours qui serait trop difficile pour vous cette journée-là. Mais comme on l'a dit un peu plus tôt, l'important, c'est d'être bien préparé et de choisir un voyage qui correspond à votre niveau de difficulté, à votre niveau de mise en forme, en fait. Concernant les boîtes de transport vélo, est-ce qu'elles peuvent être réutilisées soit pour le vol retour ou pour des voyages subséquents? Oui, si vous voyagez avec une boîte de carton, vous pourrez très certainement la réutiliser pour le retour. Donc, je vous conseille par contre de faire une petite collecte de pancartes électorales en Coroplace pour doubler votre boîte de carton. Ça permet de bien renforcer et de protéger davantage votre vélo à l'intérieur. Donc, règle générale, les boîtes de carton et tous les sacs qui sont souples seront mis dans leur format le plus petit pour la durée du voyage, puisqu'une fois à destination, on transporte tous les contenants de vélo jusqu'à la dernière ville étape. Comme la plupart de nos parcours sont des parcours linéaires, ben, il faut transporter les boîtes et aussi vos bagages, puis se garder un peu de place pour les vélos des gens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pendant la journée. Donc, que ce soit une boîte de carton ou un sac, il faudra dans tous les cas le rendre à son format le plus économique en espace. Mais oui, vous l'aurez à la fin de la semaine pour remettre votre vélo dedans. Et je ferai un petit retour sur la question, Nico, de l'entraînement. On a un commentaire d'un participant qui nous dit aussi, qui peut être intéressant, c'est vraiment d'enfiler plusieurs journées, puisque ça peut être différent de rouler en voyage, des fois 10 jours de suite versus quelques entraînements par semaine. Donc, oui, tu sais, rouler plusieurs C'est journées d'affilée pour voir comment que le corps va réagir et récupérer d'une journée à l'autre. un très, très bon point. C'est ça, dans le fond. Si vous êtes, oui, bon, je prends comme exemple les Alpes, les Dolomites, les Pyrénées, là. Vous pouvez être capable une journée de faire un, deux cols, des fois trois cols par jour. Mais qui est la difficulté sur un voyage comme ça, c'est que c'est comme ça d'un jour après l'autre. Bon, il y a quelques journées de repos. Puis encore, même des fois, les journées de repos, il y a toujours un petit col intéressant auquel on a accès. Mais
Mais c'est ça, c'est d'être capable de fournir cet effort-là, puis en même temps de récupérer le soir, puis d'être assez en forme pour rouler le lendemain. Donc, dans votre entraînement, c'est un très, très bon point. Il n'y a rien comme justement aller faire une journée de montée puis sortir le lendemain. En plus, ça paye double, hein. Si vous avez travaillé fort une journée puis le lendemain, vous ressortez, votre entraînement, vos muscles se renforce encore plus que quand on prend une journée de vélo, 2 journées de repos, une journée de vélo. C'est plus exigeant, mais ça vaut la peine doublement. C'est bon point. Et on a une autre question pour toi, Nicolas, puisque tu as guidé la Slovénie l'année dernière. Quel type de chaussée on peut s'attendre en Slovénie? Bitume, gravel? Ouais. Il y a un petit peu de tout, mais principalement, c'est du bitume qui est donc l'asphalte qui est en bon état dans l'ensemble, hein. Quelques petits passages peut-être abîmés, mais c'est vraiment pas la norme. Des routes de gravel, il y en a beaucoup, mais on n'en prend pas. En fait, on est pratiquement toujours sur route d'asphalte, belle ou de qualité moyenne, je dirais, en général, oui. Et le col de Versuch, sur un côté où les virages sont en pavé. Ça, c'est une particularité qui, qui donne qui augmente même la difficulté là, en montée. C'est-à-dire que dans les virages, ils ont laissé les pavés pour les véhicules l'hiver qui montent le col. Pour nous, c'est une difficulté de plus, mais en même temps, c'est une victoire de plus ou une médaille de plus là, une fois conquis. Puis comme je disais, c'est un col qui est optionnel. Donc, c'est ceux qui veulent, qui aventurent. Puis si on n'y tient pas, on le parcourt. Eh, Ouais, assez. Et peut-être une petite dernière, on nous demande si le voyage Japon serait à faire en formule liberté. Pas dans un avenir immédiat, donc pas pour 2025, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les 2 prochaines années. Sinon, on avait fait le tour des questions. S'il vous reste des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous contacter à l'agence de voyage. Les conseillers vont se faire un plaisir d'y répondre. Euh, merci, Nicolas. Merci, Jocelyn. À merci. vous. Merci à tout le monde à la maison. Merci, au Alors, plaisir de vous retrouver sur un voyage. Ouais. Bonne fin de bonne soirée. préparation, bon entraînement d'hiver pour ceux qui ont des bases d'entraînement et puis profitez de la neige qui est encore présente pour les quelques prochaines semaines pour garder un peu le cardio élevé. Merci beaucoup. Merci.